Français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonsoir à vous tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Je reçois ce soir Elvio Salomon et Ana Elefterescu. Vous représentez tous les deux le CPROC, c'est-à-dire le Cybercrime Program Office du Conseil de l'Europe. On expliquera tout à l'heure que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Vous aidez les pays du monde entier à renforcer leur lutte contre la cybercriminalité. On va revenir très largement sur ces notions, sur votre mission. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez tout d'abord pourquoi Bucarest pour lutter contre... Allez, on va parler normalement et appeler ça la criminalité électronique, si vous me permettez l'expression. Oui. Pourquoi Bucarest ? Bon, en effet, d'abord la Roumanie... disons que tout notre travail autour de la cybercriminalité se gère autour de la Convention de Budapest. C'est le seul document, le seul traité international dans le domaine de la cybercriminalité au moment, dans le monde. Donc c'est le seul qui existe. Qu'est-ce qui prévoit ce traité pour qu'on comprenne bien dans quel cadre vous agissez ? Ouais, voilà. Donc c'est le traité, il a été mis en place par le Conseil de l'Europe, mais il ne vise pas que les pays de l'Europe, mais les pays du monde entier. En effet, le but de ce traité, c'est de harmoniser déjà ce qu'on définit en termes d'actes de cybercriminalité, que de plus en plus de pays du monde entier définissent la même chose par cybercriminalité. Donc c'est un travail législatif tout d'abord. Voilà, oui, d'abord. Et après, harmoniser ainsi les procédures de gérer ce genre de crimes. Oui. Et après, on encourage les pays de s'engager dans la coopération internationale. Parce que déjà, quand on parle de cybercriminalité, on peut dire qu'il n'y a plus de frontières dans le monde, en effet. On peut se retrouver, par exemple, je vais dire concrètement, on peut avoir, disons, en cas de fraude électronique. Il y a quelqu'un qui illégalement vole les informations de quelqu'un d'autre dans un certain pays. Après, les policiers ou les gens qui vont investiguer cette affaire, ils auront besoin d'informations de la compagnie, par exemple, d'un fournisseur de services privé. Lui, il peut être basé dans un autre pays. C'est peut-être une banque ou un réseau social ou, je ne sais pas quoi d'autre, un fournisseur d'Internet, de services de télécommunication. Il est basé dans un autre pays. Et ça, on comprend très bien. Ce que j'aimerais qu'on comprenne davantage, c'est le Conseil de l'Europe. D'abord, il faut rappeler que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout une institution de l'Union européenne. Voilà, il s'agit de 47 pays, dont les 28 de l'Union. Tout à fait. Et que cette initiative dont vous parlez, couvre le monde entier, vous venez de le dire. Par contre, j'aimerais encore une fois comprendre pourquoi c'est basé à Bucarest. Parce que les Roumains sont très très forts dans le domaine, parce qu'il y a des hackers et des pirates, ou au contraire parce qu'on sait lutter contre ces pratiques-là. Justement, la Roumanie, en fait, était une des premiers pays, en fait, de ratifier cette convention-là. En époque, les autorités roumaines ont bien compris l'importance de telle convention. Et en même temps, c'est une convention de plusieurs raisons. Le Conseil d'Europe, comme peut-être vous savez, notre siège est à Strasbourg. Et quand on a eu les nouvelles pays européennes, c'était bien d'avoir dans les autres pays, les nouveaux pays aussi, des bureaux. Dans le gouvernement roumain était volontiers de nous accueillir ici. Et comme je disais, c'est un acteur assez fort dans le monde au niveau de cyber. Donc déjà, la Roumanie a été dans les premiers pays qui ont signé la convention et dans les premiers qui ont ratifié après 3 ans. Pourquoi, Anna, vous avez une explication politique, diplomatique Non, je sais pas, c'est une bonne idée apparemment. Ben oui, mais j'allais plutôt dans la zone dans le domaine des capacités parce que c'est en effet ce que la Roumanie a plus, je pense, en termes de capacité, on est assez fort et c'est pour ça qu'ils sont
vraiment, ils se sont vraiment engagés, les autorités roumaines, à partager cette bonne pratique avec tous les pays du monde entier. Donc, je pense vous auriez pu identifier Guccifer, celui qui est mondialement connu pour avoir, entre autres, tripatouillé les comptes d'Hillary Clinton. Donc, parce qu'il était roumain, vous étiez plus à même de le combattre avec ses propres armes, c'est ça? Non. Il est toujours roumain, d'ailleurs. Hein, oui. Il vient de revenir en Roumanie pour purger sa peine aux États-Unis, d'ailleurs. C'est peut-être à cause du besoin que les autorités roumaines ont développé beaucoup de capacités. Non, le truc, c'est que on sait bien qu'il y a ce côté. Mais aussi, on a les autres côtés. Par exemple, ici, on a beaucoup de soutien, par exemple, par le CERT Roumanie. Nous, on pense dans le meilleur du monde. Ils nous aident. Ils voyagent pour faire les formations aux autres pays. Il y a combien de personnes qui travaillent chez vous? Expliquez-nous un peu la mécanique de l'entreprise, en fait. C'est l'entreprise, comment est-ce qu'elle fonctionne? Du bureau de Bucarest. Le bureau de Bucarest. Voilà. Et par rapport aux autres bureaux. La tête, c'est toujours à Strasbourg? Ou c'est à Bucarest? Entre nous, c'est partagé comme ça. Là, à Strasbourg, on gère plutôt ce qui est Convention de Budapest, la partie législative, comment les pays adhèrent, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça et tout ça. À Bucarest, on gère les projets de coopération technique, disons, ou capacity building en anglais. Oui, donc le renforcement de capacité du pays. Vous êtes combien à faire ça? Nous sommes 18 personnes en ce moment. 8 nationalités. Oui, on a compté 8 nationalités. Et la langue de travail, c'est laquelle? Anglais et français, mais plutôt anglais. Parce qu'on a, d'ici de Bucarest, on gère au moment, je pense, 6 projets partout dans le monde, en effet. On a le projet global, celui sur lequel on travaille, Action globale contre la cybercriminalité. Oui, on va en parler tout à l'heure en détail. Après, on a 2 autres projets qui sont plutôt axés sur l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud-Est. Et les Balkans. Les Balkans, oui, voilà. La Roumanie, en français, s'il vous plaît. Avec Ana Elefterescu et Elvio Salomon pour le Cybercrime Program Office. Vous êtes bien en français, s'il vous plaît, même si c'est anglais. C'est le Conseil de l'Europe et c'est la lutte contre la cybercriminalité qu'on évoque aujourd'hui. Je regarde un peu le dossier de presse, qui là encore est en anglais. Je répète que cette émission s'appelle en français, s'il vous plaît. Vous renforcez les législations locales, vous entraînez les juges, ça c'est très intéressant, les procureurs, vous faites de la promo, aussi bien publique et privée pour cette lutte-là, et notamment en matière de protection d'enfants contre la violence sexuelle online. Quels sont les dossiers qui brûlent le plus en ce moment, dans le sens où est-ce qu'il y a les plus gros besoins où est-ce que ça devient dangereux? Parce que c'est sûr que les enfants, tout le monde réagit en entendant ça, mais le gros danger aujourd'hui, il vient d'où? Oui, ça dépend dans quelle région on regarde. Oui, parce que... commençons par l'Europe de l'Est, parce que nous y sommes, et après on va développer, si vous voulez bien. Par exemple, sur l'Europe de l'Est, c'est le blanchissement de fonds illicites, par exemple. Si on regarde en Afrique de l'Ouest, c'est plutôt comment ça s'appelle, le skimming, donc ce que nous on a eu en Europe il y a quelques années. Maintenant, oui, c'est les fausses, les attaques carte bleue, oui, exactement, comme l'utilisation de cartes bleues et frauduleuses, copie du code au distributeur, etc. Oui, et après en Asie. À part de la criminalité classique qui utilise les moyens électroniques, il y a aussi ce problème avec l'abus d'enfants en ligne.
Donc, ça dépend où on est dans le monde. Là, nous sommes en Europe de l'Est et on se voit aujourd'hui parce que vous venez de finir, là maintenant, au mois d'octobre, fin octobre, vous venez de finir un programme qui s'appelle, attendez, je me perds un peu dans vos... C'est pas terrible, comme GLACI, là. Oui. Alors, le GLACI s'appelle c'est le programme, le Global Action Against Cybercrime, donc l'action globale contre je ne sais même pas si on dit cybercrime en français, mais enfin tout le monde. Oui, cybercriminalité. Donc, vous allez enchaîner tout de suite. Non, je fais un peu de provocation, comme d'habitude ici, mais c'est vrai que les termes sont tous en anglais. Vous allez enchaîner avec un GLACI+, qui concerne encore plus de pays. Pourquoi, comment, quel est le premier? Et expliquez-nous d'abord le premier projet, et après, pourquoi il y a un besoin pour le deuxième, mais pourquoi vous avez changé de zone également, géographique? Non, non, je dois reculer. Quand la convention de Budapest a été conçue, tout de suite, on a vu qu'il y a un besoin pour mettre les différents pays à jour, en fait. Parce que pas tous les pays sont... C'est les dispositions légales, c'est de ce dont exact. on parlait au début de l'émission. On commence avec déjà la sensibilisation auprès des autorités. Après, parce que c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Bon. C'est pour ça que je disais qu'il faut d'abord agréer ce qui constitue acte de cybercriminalité. Il y a des pays où certains actes, par exemple, ne sont pas considérés comme un crime. C'est-à-dire, vous avez un exemple? Oui, déjà, même en Europe, on a les différentes, par exemple, si je pense, je ne vais pas citer les différents pays parce que ça c'est assez sensible, mais il y a des pays, par exemple, que on peut pas, par exemple, dénoncer quelqu'un par Facebook, par exemple. Et dans les autres... c'est pas une preuve recevable, vous voulez dire, en justice ou au contraire, attendez, pour être sûr de bien comprendre, ou alors c'est un acte illicite. C'est un acte illicite dans certains pays, mais dans les autres pays, c'est pas un acte illicite. Par exemple, la notion, les mœurs en ligne. Il y a une différente compréhension dans les différents pays. Donc, il y a des pays plus permissifs que d'autres. Oui, exact. Ou les pays qui sont plus conservateurs comme les autres, qui par exemple, traitent la nudité, par exemple, très sévère par rapport à un autre pays. C'est entendu. Donc, en parlant de cette besoin d'harmoniser de loi, après, on a vu que les législations, ça devrait être harmonisé partout. Tout à l'heure, ma collègue, elle a cité que c'est le seul au monde. C'est pas tout à fait exact. Il y a des autres traités, mais ils sont régionaux. Nous, on est le seul qui est mondial. Et pour ça, c'est nécessaire pour que le plus grand nombre de pays ratifient ce... On en est à combien aujourd'hui? Donc, on a 67 pays au total, dont 49 ont déjà signé et ratifié. Et 18 autres qui sont invités à signer. C'est-à-dire que la législation est déjà en place, où ils sont en train de finir tout ce qui est nécessaire pour adhérer. Et on attend juste qu'ils finissent les choses. Et puis, c'est ici où on entre dans l'arène, disons, parce que après qu'un pays a déjà la législation mise en place et tout, ils ont toujours besoin de renforcement des capacités. Bien qu'ils ont la loi, il faut toujours que les juges, les procureurs, les policiers savent comment gérer, comment appliquer la loi et comment gérer ce genre de cybercriminalité. Et c'est l'enseignement que vous dispensez, cet ensemble-là, vous le dispensez en Roumanie? Voilà, c'est ça ce qu'on fait d'ici du bureau à Bucarest. C'est déjà beaucoup, non? Oui. Oui, c'est... Bon, alors rentrons dans ce problème GLACI 1, GLACI 2, voilà. au GLACI+.
Donc, qu'est-ce que Glacis? Pourquoi vous le terminez maintenant? Et qu'est-ce qui va suivre? Les deux sont des projets communs avec l'Union européenne. En effet, ils sont financés par l'Union européenne et cofinancés par le Conseil de l'Europe. Qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, encore une fois. Ouais. Donc, Glacis a commencé, enfin c'est aussi le titre en français, c'est Action globale sur la cybercriminalité. Normalement, ça se dit mondial, mais pour avoir l'acronyme. Oui, ça sonne bien. Donc, bon. Ouais. Donc, Glacis a commencé en 2013. J'ai l'impression qu'on parle d'une classe, je vous assure. Oui. J'ai l'impression que c'est une espèce d'esquimau, là. Oui, mais ça donne un peu de goût, non? Oui, enfin, je ne sais pas si vous faites que des choses de goût, là, très sympa. Mais de toute façon... Je vais être plus agréable, je vous promets. Oui, donc en fait, c'est le début du programme de ce projet. Mais en quoi est-il spécifique par rapport à ce que vous faites? C'est ça. Donc, vous vous axez plus sur la protection de l'enfance, sur le skimming, sur la formation des procureurs, je ne sais pas. Non, déjà, il y a sur toutes les différentes sections, on a les actions. Par exemple, cette année, en total, on a fait le monde entier autour de 70 actions. Ça veut dire... dans tous ces domaines qu'on vient d'évoquer, oui. C'est global, c'est pêle-mêle. Pour Glacis, par exemple, on avait 7 résultats. Bon, je ne vais pas les citer tous, mais ils sont autour de, d'abord, renforcer la législation, donc aider les pays pour bien rédiger leurs lois et tout ça. Et après, formation judiciaire. Donc, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on forme, c'est des formations des formateurs. Pour assurer la sustainabilité du projet, donc on a des experts qui ont rédigé des manuels, des matériels de formation et tout ça. Il fournit par exemple, c'est concrètement les cours sur place. Donc, il y a une équipe qui va dans un pays, par exemple, un des pays que c'est dans Glacis, c'est par exemple le Sénégal. Là-bas, on a formé d'abord les juges. C'est une quarantaine de juges qui ont été formés. Ces juges-là, ils vont être formateurs qui ensuite vont former leurs collègues. Et pourquoi cela c'est nécessaire? Par exemple, pendant mes missions, je connais les cas les différents juges qui, par exemple, il y a eu quelqu'un présumé d'un crime. Soupçonné de crime, c'est ça? Soupçonné de crime. Soupçonné de crime. Et le juge, il a estimé pas compétente de juger cette personne. Ce dossier, parce que donc du coup, il a libéré cette personne, car il n'a pas eu la connaissance de la preuve électronique. Donc, il pouvait pas juger. La preuve électronique n'était pas admise. Oui. Dans sa législation. Oui, exactement. Donc, ça, c'est un exemple pour lequel c'est très important d'avoir les magistrats formés pour ça. Après, nous allons au niveau, on dit... plus bas, par exemple, les premiers intervenants, ça veut dire les policiers. Maintenant, parce que le mot cybercriminalité, c'est un grand mot, c'est utilisé pour différentes choses, mais en fait, la plupart des crimes normaux, comme on dit, soit l'escroquerie, soit un braquage, il y a tous les preuves électroniques. Et les premiers intervenants... C'est quoi la preuve électronique dans un braquage? C'est quoi? C'est les images des caméras de surveillance? Tout ce qui provient du moyen par électronique. Par exemple, le plupart... Un email, par exemple. Non, pas que. Oui, mais par un exemple, email, un email, on ne va pas dire je m'apprête à braquer telle banque à 10h du matin demain matin. Par exemple, les communications entre les différents criminels. La plupart des gens ont un téléphone... le bornage, le fameux bornage. Oui, exactement. Et donc, ça veut dire que quand il y a un policier qui arrive sur place, normalement, ils vont regarder pour les empreintes, les preuves matérielles. Et maintenant,
ils doivent aussi voir, par exemple, il y a un téléphone ici, qu'est-ce que je dois faire? Tout ça paraît automatique aujourd'hui. Oui, mais ce qui est important, c'est que... Ils vont quand même... Mais regardez, en France, Dieu sait qu'on a suivi tous ces enquêtes suite aux terribles attentats, Charlie Hebdo, et puis le novembre, Bataclan, etc. Donc, c'est les premières choses dont on a parlé, c'est les téléphones. Oui, c'est parce que... les échanges cryptés entre les terroristes. Parce que ce policier en était formé. Mais... comme on dit, c'est pour ça qu'on dit le renforcement de capacité dans les différents pays, ils sont pas encore là. Et c'est pour ça il y a les différents angles des attaques. Ce que nous faisons, c'est justement la sensibilisation de professionnels sur le terrain, et après de les former, et après d'avoir les moyens pour lutter contre ce phénomène. Ce qui est important à dire, c'est qu'il y a une différence entre la gestion des preuves matérielles et des preuves électroniques, en effet. Parce que les preuves matérielles, on les a, on les garde, et voilà, mais ce qu'on appelle preuves électroniques, elles sont beaucoup plus faciles à manipuler, à perdre, ou oui, voilà. Donc c'est pour ça Donc il faut réagir vite. Il faut savoir quoi faire avec, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, et c'est pour ça les formations sont tellement importantes, et ça prend une grande partie de notre et après la coopération internationale. Parce que, comme ma collègue venait de dire, dans le cyber, il n'y a pas de frontières. Et donc, il faut savoir comment lutter. Par exemple, la plupart des cas, un criminel est dans un pays. Par exemple, il utilise les ordinateurs qui sont, par exemple, dans un réseau qu'on s'appelle un botnet, qui va faire un braquage, par exemple, dans un autre pays. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 différents pays, 3 différentes législations, et je dois contacter qui pour m'aider, par exemple. Et tout ça, on les aide aussi de créer les liens entre les différents pays. Bucarest, en français s'il vous plaît. On évoque la lutte contre la criminalité cybernétique. J'ai bien dit, Anna? Cybernétique, c'est vieux, non? Informatique, voilà. Bon, Anna Elefterescu, Elvio Salomon, c'est un programme du Conseil de l'Europe. Vous mentionnez tout à l'heure les moyens, les nécessités. Moi, j'ai envie de vous poser une question politique. Est-ce que cette volonté de coopération est réelle chez les politiques des pays concernés ? Parce que sans l'aval des gouvernements et des politiques, donc encore une fois, dans le sens noble du terme, rien ne peut se faire réellement. Donc est-ce que c'est aisé de coopérer dans ce domaine, ou est-ce qu'il y a des pays qui renaclent parce qu'ils n'ont pas envie de renoncer à tel ou tel principe? Non, donc suivant... D'abord, rien ne se passe dans ce pays si la politique n'est pas derrière. Donc, de bonne foi, j'ajouterais. Oui, le fait que nous on est sur place et on a les partenaires dans les différents pays, ça veut dire que il y a un volonté politique. Il y a un feu vert réel. Oui, exactement, parce que d'abord pour que nous on puisse faire les formations et tout dans différents pays, il faut avoir une demande politique auprès du Conseil d'Europe de les différents pays. Après, sur le terrain, sur les différents ministères, il y a les différentes personnes. Pas tout le monde est au courant, et pas tout le monde a les mêmes, priorités. Entendu. Anna, oui, précision. Et puis, revenez, parce que j'oublie pas mes questions, sur le Glacis Plus, l'Esquimau plus gros.
Alors déjà, quand on avait dit qu'on a 67 pays qui sont déjà partis de la Convention, on parle non pas seulement des pays européens, mais aussi les États-Unis qui ont été parmi les créateurs, disons, enfin, ils étaient là depuis le début de la Convention, après le Japon, le Canada, l'Australie. Donc c'est pour cette raison exactement qu'on essaye d'avoir un impact partout dans le monde pour pouvoir ramasser ou enfin toutes les régions autour des concepts et des normes harmonisées. Et c'est ça le but de Glacie et après de Glacie Plus. Glacie maintenant, c'est même plus Glacie, c'est Glacie, Glacie maintenant, c'est des chocolats crème en glacée. anglais, oui, c'est Glacie. Et donc c'est là que vous allez aller donc, plus loin, si je puis dire. Donc Glacie avait commencé avec 7 pays prioritaires dans toutes, je pense que c'est pas de tous les continents, si je me trompe pas. Non, sauf l'Amérique latine, en effet, qui a été ajoutée en Glacie Plus. Donc par Glacie, on avait travaillé avec 7 pays et on a décidé de rester là pour vraiment créer des bonnes capacités, des bons régionaux en fait. L'idée c'est d'avoir, on a commencé au Glacie avec les 7 pays prioritaires. Qui étaient lesquels? Donc on commence dans le Pacifique, c'est le royaume de Tonga, après les Philippines, Sri Lanka, île Maurice, Afrique du Sud, Sénégal et le Maroc. C'est une invitation au voyage, ça. Mais là, c'est plus chocolat, crème glacée, c'est l'office du tourisme, là. Voilà, c'est presque, oui. Bon. Et si vous regardez le globe, si on regarde Tonga complètement dans le Pacifique, jusqu'à on a arrêté à Sénégal, qui est le pays le plus ouest d'Afrique, vous voyez bien que on commence de couvrir le globe. Et à partir de cela, une fois la capacité est renforcée dans ces différents pays, ces pays commencent à avoir un impact dans leur région. Et maintenant... vous fonctionnez par cercle concentrique, c'est ça? En gros. C'est ce qu'on essaye de faire c'est l'idée à long terme. Oui. D'accord. Donc en Glacie Plus, l'idée c'est de continuer à travailler avec ces pays, mais à un autre niveau bien sûr, parce qu'ils ont déjà atteint un certain niveau, et qu'ils deviennent, on dit en anglais, c'est hub countries. Mais centre régional. En français, on dit un hub. Oui, un hub. Non, il y a un mot en français que honnêtement, qui m'échappe en ce moment, mais c'est... Moi, je ne l'ai jamais trouvé. Oui, c'est ce qu'on a trouvé, noyaux. C'est ce qu'on les appelle, les pays noyaux dans la région. Du coup, à ce pays, on a aussi ajouté l'Amérique latine par la République dominicaine. Et de là, on essaie bien sûr de brancher dans d'autres pays, et le Ghana, dans la région africaine. Et l'idée, c'est de continuer. Et pourquoi? Mais il faut que je dise aussi, ce projet, c'est un vrai partenariat. Parce que on parle du Conseil d'Europe, mais on ne doit pas oublier l'Union européenne, qui est vraiment, qui met les moyens. C'est un partenaire. Oui, c'est notre partenaire. Mais le partenaire principal, en effet. Oui. Qui met vraiment des moyens financiers pour que nous puissions faire ce travail. En rappelant encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, parce que cette émission, et là je ne plaisante plus du tout, a également une vocation pédagogique, le Conseil de l'Europe n'est pas du tout une institution de l'Union européenne. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec, on ne va pas faire la description détaillée, mais ça n'a rien à voir avec le Conseil européen. Ou le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne ou le Parlement européen. Ou la Commission. Oui, j'ai dit la Commission. On s'embrouille même ici. Okay. Vous voyez ? Et de temps en temps, c'est un peu difficile pour tout le monde de bien placer le Conseil d'Europe. Mais le Conseil d'Europe, en fait, c'est la plus ancienne institution européenne. Ça date de juste après la Deuxième Guerre du monde. Ça date de 1948, si mes souvenirs sont exacts. Ouais. Et ça englobe les pays, par exemple, comme la Russie, la Turquie, aussi sont dans le Conseil d'Europe. Donc, en gros, c'est une grande partie de ce monde-là.
Et comme disons, avec l'Union européenne qui... Mais c'est l'Union qui contribue le plus au budget, c'est pas les pays du Conseil. Non, c'est l'Union, le gros du budget. Pour vous. Pour nous, oui, c'est l'Union européenne. Eh bien, merci l'Europe. C'était Anna Elefterescu et Elvio Solomon. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain, 19h15 en français, s'il vous plaît, ici et seulement ici, à RFI. En français, s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone.